Bon, quelques mots quand même sur Ivanti, pour ceux qui ne nous connaissent absolument pas. Donc, Ivanti, on va le voir par la suite, est une émanation de fusion de plusieurs sociétés qui ont été leaders sur le marché sur pas mal de sujets. Mais la source de Ivanti vient d'une expérience de longues années et de technologies éprouvées, notamment depuis Intel, donc Intel Landes depuis 1985. Nous sommes environ 2000 personnes au niveau mondial, nous étions 1800 pas plus tard que début de l'année dernière, donc forte progression au niveau international. Et, il faut le dire, nous gérons à peu près environ 50 millions de postes de travail qui sont équipés de nos solutions, soit de manière directe, soit au travers de partenariats OEM que nous avons avec des constructeurs, soit par l'intermédiaire de d'autres solutions dont nous avons acquis les technologies. Et nous travaillons exclusivement avec un réseau de partenaires au niveau mondial, que je salue d'ailleurs, parce qu'il y en a pas mal qui sont connectés avant nous, des partenaires qui sont certifiés, qui ont un savoir-faire au niveau IT, certains au niveau de la Sécu, d'autres au niveau de l'ITSM, d'autres au niveau système, et nous travaillons en étroite collaboration avec eux pour la satisfaction de nos clients. On va regarder dans le slide qui suit l'ADN de Ivanti, puisque Ivanti, par l'intermédiaire de ces deux sociétés phares qui étaient Landesk Software et It Software, qui par ailleurs elles-mêmes ont fait certaines acquisitions technologiques au fil du temps, et ont fusionné tous les deux, maintenant avec l'intégration de la société Rest Software, et qui est devenue aujourd'hui Ivanti. Donc quand on regarde un petit peu l'ADN, on est présent aujourd'hui sur plusieurs disciplines qui vont de l'asset management à la gestion du poste de travail, à la partie sécurité, au supply chain. Et donc on essaye en tout cas d'être parmi les 3 leaders au niveau mondial sur chaque discipline, avec une particularité, un focus, c'est l'intégration de toutes ces technologies-là au sein d'une même solution dans un but bien précis. Si on regarde aujourd'hui le focus de Ivanti de manière globale et quand on s'adresse aux décideurs, quand on s'adresse aux personnes chargées de l'informatique au sein de leur entreprise, on peut voir ça sur le slide qui suit. Notre focus, nous prenons ce qu'on appelle l'IT unifié, mais de manière beaucoup plus pragmatique. Notre approche est très très simple. Qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui quand on s'adresse à une entreprise? On veut qu'elle puisse avoir un taux de satisfaction d'utilisateur qui augmente. On veut augmenter la productivité ou les aider à augmenter la productivité de leurs utilisateurs finaux. Et bien évidemment, augmenter aussi la productivité de l'IT. Diminuer les risques liés à la sécurité, puisque dans pas mal de cas, pour augmenter la productivité, on se permet certaines entorses au niveau sécurité pour laisser l'utilisateur tout à fait autonome. Et tout ceci fait en sorte que on crée quelques déséquilibres au niveau de l'IT. Donc ce qu'on essaye aujourd'hui de produire au niveau des entreprises, c'est de leur donner le moyen d'être très stratégique et non pas d'être tactique et de répondre à chaque fois aux problématiques avec des outils que vous avez déjà en tant que client et futur client, mais d'unifier cette approche et de faire en sorte que tout soit géré de manière automatisée et que l'information circule entre la partie service client, la partie opérationnelle et la partie sécurité. Je crois que ces 3 profils au niveau de l'entreprise discutent pas mal entre eux. Donc nous leur donnons ce moyen d'unifier cet IT et on peut voir quelques exemples fort de notre expérience aujourd'hui sur le marché. On va parler aujourd'hui plus précisément de la migration Windows 10 ou de la migration de branche Windows 10, mais ça peut être aussi le déploiement en mode masse, ça peut être aussi quelque chose sur lequel le service informatique a certaines fois quelques difficultés à répondre, notamment quand on subit des audits, c'est de donner un rapport de conformité par rapport à l'utilisation des licences. La partie sécurité commence à être assez importante aujourd'hui quand on parle de GDPR. La possibilité d'avoir une seule interface pour gérer tous les postes ou tous les devices de l'utilisateur, puisqu'aujourd'hui l'utilisateur n'a plus un PC, mais il a un PC, une tablette et un téléphone portable, et donc on veut gérer les devices de l'utilisateur, on veut lui rendre ce service
avec une seule console. Des choses qui sont beaucoup plus pragmatiques et beaucoup plus terre-à-terre, qui sont la possibilité de fournir du support à l'utilisateur, mais on passe à l'étape supérieure, c'est-à-dire qu'on est capable de proposer un self-service dans lequel il y a des services et des catalogues de services que la partie opérationnelle a déjà mis en place et qu'ils ont automatisé et qu'on veut ramener cette information à l'utilisateur pour qu'il puisse en tout cas gérer certains incidents tout seul. Sur un contexte beaucoup plus sécurité, donner la possibilité toujours à l'utilisateur pour être plus productif d'avoir certains privilèges sans trop faire des entorses à la sécurité. Et donc là, on parle de privilèges liés au contexte d'utilisateur. De manière globale, si on regarde les cinq disciplines sur lesquelles, voilà, merci beaucoup pour les slides, les 5 disciplines sur lesquelles on va pouvoir interagir aujourd'hui. Ce qui fait vraiment la force d'Ivanti, c'est que les 5 briques aujourd'hui, qui sont des acquisitions technologiques qui ont été leaders sur le marché quand elles appartenaient si on parle de Shavlik, si on parle d'Absent, si on parle de Rest Software, si on parle de HIT, elles ont été leaders sur le marché dans leur domaine. Aujourd'hui, on est capable de ramener ces 5 modules ou ces 5 disciplines dans une seule approche et de faire en sorte qu'il y a de l'automatisation et de transfert de données entre ces 5 disciplines, puisque aujourd'hui, le portfolio d'Ivanti va de la partie endpoint management, donc la gestion du poste de travail en lui-même, jusqu'à la partie sécurité opérationnelle qui est liée au poste de travail, mais aussi à l'utilisateur lui-même, et de manière beaucoup plus pragmatique, on va pouvoir aussi adresser les personnes qui sont chargées du parc, mais qui sont là pour répondre à la gestion du cycle de vie du device et tout ce qui est lié à l'utilisateur, dans un but d'optimisation des licences, dans un but de gestion très fine de device de l'utilisateur, et bien évidemment, sur la partie ITSM, je pense que dans ce domaine-là, tout le monde est équipé, mais ce qu'on va amener en plus, c'est le portail utilisateur, la possibilité d'automatiser certaines actions que l'utilisateur peut mener. Et on n'a pas froid aux yeux de le dire, c'est qu'aujourd'hui, on est capable aussi de proposer à l'utilisateur une haute forme de migration, puisque on peut laisser aussi l'utilisateur interagir avec les migrations ou avec la possibilité de se mettre en conformité par rapport aux mises à jour, qu'elles soient Microsoft ou autres éditeurs d'ailleurs. On a, par l'acquisition de REST, on a accentué encore la partie identité management. Ça nous semble très très important. C'est une demande qui a été faite parmi nos clients depuis longue date. Et je pense qu'avec ces 5 modules, on couvre aujourd'hui notre vision sur la partie IT unifiée. Et on est capable aujourd'hui de discuter avec un DSI, avec un responsable opérationnel, un responsable infrastructure, un responsable sécurité, et pourquoi pas quelqu'un qui s'occupe plus précisément des achats et qu'il demande toujours du reporting, puisque les 5 modules aujourd'hui sont régis par une base commune qui est un excellent produit d'ailleurs dont nous avons fait l'acquisition, qui s'appelle Extraction, et qui permet d'avoir du dashboarding en temps réel sur toutes nos solutions et aussi sur des solutions de nos concurrents, puisqu'on reste tout à fait ouvert à la concurrence, puisque nos concurrents font des choses très très bien, mais on vient compléter ce qu'ils n'ont absolument pas. De manière un peu plus précise, je vais laisser la main à Camille et à Bastien aujourd'hui pour vous présenter cette partie migration. Je sais qu'elle est pas mal attendue aujourd'hui et je reprendrai la main en fin de session si besoin pour répondre à vos questions. Merci. Merci Marwan. Bonjour à tous. Merci de participer assez nombreux à ce webinaire. Alors avant de rentrer dans le détail de la migration, de comment est-ce que Ivanti est capable de vous accompagner sur cette migration, sur ces passages d'update, le but aujourd'hui c'est de parler de Windows Branch Update, de Windows as a Service, qui est maintenant le nouveau mode de licensing et de déploiement des plateformes Windows et serveurs et postes de travail.
Donc Windows as a Service, c'est aujourd'hui une méthodologie plutôt qu'une technologie qui va nous permettre de faire évoluer les systèmes d'exploitation, que ce soit au niveau fonctionnel ou au niveau sécurité, de manière la plus efficace possible et pour les utilisateurs finaux et pour les administrateurs. Donc on va voir aujourd'hui les taux d'adoption au niveau de la plateforme Windows 10, parce que c'est toujours bien de savoir de quoi on parle, de combien de postes sont concernés. Alors en entreprise, on voit encore beaucoup de Windows 7, si on peut passer à la slide d'après. Merci. Donc on voit encore beaucoup de Windows 7 en entreprise. Au niveau des postes particuliers, on a quand même un grand nombre de postes de travail qui sont équipés en Windows 7 et qui commencent à migrer en Windows 10, même si la migration n'est pas forcément évidente. Le taux de pénétration de Windows 10 en entreprise est de plus en plus important. On voit 60% des entreprises aujourd'hui qui sont équipées au moins d'un seul poste Windows 10. Et ce nombre est forcément en forte croissance. Windows 10 est en train de remplacer petit à petit Windows 7. On voit encore malheureusement beaucoup de plateformes Windows XP, hein, on les voit surtout dans le milieu industriel, sur des postes de travail, notamment dans le milieu industriel ou militaire, mais des postes de travail qui pourront sûrement pas être remplacés, en tout cas pas tout de suite, en tout cas pas tant que le cycle de vie de l'automate ou de l'élément qu'ils maîtrisent ne sera pas arrêté. Donc on les voit encore en milieu hospitalier, on les voit encore en milieu industriel, donc il y en a de moins en moins, mais on en a encore. On voit de plus en plus forcément de Windows 10 et on a quand même un plus gros taux de pénétration aujourd'hui sur Windows 7. Donc Ivanti aujourd'hui est capable de vous accompagner à la fois sur la mise à jour de branches, hein, sur lesquelles on va faire un focus aujourd'hui, mais également sur les mises à jour fonctionnelles pour passer de Windows 7 à Windows 10. Donc c'est plutôt une migration d'OS. Le problème de Windows 7 vers Windows 10, c'est souvent la migration des données utilisateurs. Donc Ivanti a des solutions, alors on ne va pas les aborder là aujourd'hui, mais on pourra en reparler plus tard en one-to-one. Aujourd'hui, Windows 7, pour passer de Windows 7 à Windows 10, on a des outils qui peuvent automatiser, comme le disait Marwan en introduction, qui peuvent automatiser l'ensemble des process, l'ensemble des éléments utilisateurs, l'ensemble des données, et forcément laisser libre choix à l'utilisateur de passer Windows 7 à Windows 10 quand il le veut. Donc le but aujourd'hui, c'est surtout de vous parler de la migration Windows 10 avec les branch updates. Donc aujourd'hui, on a deux types de mises à jour qui vont apparaître sur l'environnement Windows 10. Donc on a les branch updates, dont on va parler aujourd'hui, donc Camille vous fera une démonstration, et les mises à jour mensuelles et cumulatives, comme on a toujours connu, qui sont réalisées tous les deuxièmes mardis du mois, donc avec le fameux Patch Tuesday, hein, qui est maintenant connu depuis quelques années. Dans ces mises à jour mensuelles et cumulatives, on a surtout de la correction de bugs, et de plus en plus de CVE, de failles de sécurité qui sont corrigées. Donc on l'a vu au mois de janvier, il y a eu même deux updates majeurs dans le cours du mois. Il y a eu l'update Meltdown et Spectre du mois de janvier, et puis, donc, vraiment côté sécurité, et puis il y a eu le Patch Tuesday quelques jours après. Donc Microsoft a quand même un cycle de release assez important, donc c'est assez fixe. L'avantage c'est qu'on peut l'anticiper, on peut déployer ces mises à jour, on peut mettre en place un workflow spécifique pour gérer ces patchs de sécurité et ces patchs cumulatifs. Surtout on n'est pas pris au dépourvu parce qu'on sait que c'est toujours le deuxième mardi du mois. Donc potentiellement, la plupart de nos clients aujourd'hui qui sont équipés des solutions Ivanti sont capables d'automatiser la qualification, sont capables d'automatiser le déploiement de ces patchs-là pour que largement avant le patch du mois d'après, on ait quasiment 100% de rollout sur l'ensemble du parc. Et puis donc il y a des feature updates avec la possibilité de mettre à jour fonctionnellement le système. Donc c'est vraiment le fonctionnement de Windows as a Service. C'est d'être capable d'ajouter des fonctionnalités au fil du temps, un peu comme ce qu'on avait avant. À l'époque, ça s'appelait des service packs. Hein. On ne l'a pas vu sur Windows 7, mais on les a vus avant sur les autres plateformes. Windows XP, SP1, SP2, SP3, c'est ni plus ni moins que le même système. C'est des mises à jour fonctionnelles, donc qui interviennent à un cycle pareil, qui est régulier, qui est 2 fois par an, normalement une au printemps et une à l'automne. Et puis on va apporter des fonctionnalités majeures qui ne sont pas incluses dans les quality updates. Donc on fait bien la différence entre feature update et quality update. Donc au niveau de la stratégie de maintenance, finalement, ça va quand même changer pas mal de choses au niveau du fonctionnement. On a eu des OS Windows XP, on a eu des OS Windows 8, on a eu des OS Windows 7 qui sont arrivés à intervalles réguliers, sur lequel, quand on passait de l'un à l'autre, il fallait réinstaller l'OS, il fallait reprovisionner.
il fallait refaire un master, hein, très souvent. On a eu énormément de clients pour passer de Windows XP à Windows 7 qui ont déjà passé la migration Windows 8, parce que c'était compliqué, parce que c'était long, parce qu'il y avait des process IT qui étaient trop importants, des investissements en termes de temps et en ressources qui étaient trop importants. Donc Microsoft, depuis l'année dernière, a mis en place ce système, cette stratégie de maintenance, qui va nous permettre finalement d'avoir des itérations beaucoup plus régulières, et qui va nous permettre d'avoir des mises à jour majeures, mais qui vont se passer beaucoup plus en douceur, ce qu'on appelle les branch updates, par rapport aux migrations d'OS. À tel point qu'aujourd'hui, on parle même plus de nouvelles versions de Windows, on parle vraiment d'updates sur du Windows as a Service, sur du Windows 10. Donc par rapport aux mises à jour classiques, c'est sûr que la maintenance va être beaucoup plus efficace, va être beaucoup plus simple, mais il va falloir les outils pour le faire. Donc on va vous présenter les outils aujourd'hui, surtout la stratégie, la méthodologie, parce que ça change quand même par rapport à avant, ça fait moins de travail, mais entre la migration traditionnelle d'un OS vers un autre et les branch updates de Microsoft, ça va vraiment changer la vie, des utilisateurs, parce qu'ils auront pu à donner leur poste de travail l'IT ou à passer par des phases de migration très importantes, et surtout pour les administrateurs, forcément ça va vous simplifier la gestion des postes de travail, l'évolution des postes de travail, en ajoutant des mises à jour fonctionnelles qui sont assez importantes à chaque branch update. Alors on va pas les couvrir en détail aujourd'hui, mais voilà, on a un cycle de développement, un cycle de maintenance qui est vraiment normé, qui est normalisé. Et donc on le voit là sur cette slide là, donc c'est prédictif et c'est clair. On sait que par exemple la 17.03, c'était, en plus les numéros de version sont assez parlants, c'était en mars 2017, la 17.09, donc c'est la Fall Creator Update qui était en septembre 2017, et on voit comme ça que on a eu un cycle entre la version 15, la version 16 et 17 et 18, on a un cycle qui est prédictif. Et ça va être très simple finalement de passer de l'un à l'autre. On peut même potentiellement sauter une version. On a même la possibilité par exemple de passer d'une version 15 à une version 17.09, parce que c'est ni plus ni moins que des nouveaux systèmes d'exploitation qui vont être répartis avec des branch updates. En fait, on fait une migration, mais une migration en place. Donc c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus clair, et pour les administrateurs on va dire à mettre en place, et surtout pour les utilisateurs à passer. Sur la slide d'après, voilà, merci. Donc on voit les versions actuelles. Donc aujourd'hui on est en version 17.09, donc qui est la version qui est sortie donc qui s'appelle Fall Creator, qui est le canal semi-annuel de septembre, de l'année de deuxième canal 2017. Donc on a les OS, donc ça c'est plus à titre d'information qu'autre chose, et on a surtout les différents types de supports. Donc on voit la nomenclature, c'est Current Branch for Business et Long Term Service Branch. En fait, Microsoft a, un peu comme ce qu'on faisait avant avec ce qu'ils ont fait d'ailleurs avec le support Windows XP étendu ou support 2003 étendu, on peut très bien rester sur les branches précédentes, sachant qu'au bout de 18 mois, par défaut, une current branch ne sera plus supportée. Ça veut dire qu'on a, sauf cas exceptionnel, comme on le voit, comme on l'a vu avec le Meltdown et le Spectre, où Microsoft a publié des patchs, pareil avec WannaCry par exemple, ils ont publié des patchs pour toutes les versions, parce que c'était trop important. Mais sauf vraiment cas exceptionnel, il n'y aura plus de mise à jour standard de sécurité au bout de 18 mois. C'est-à-dire que la current branch qui est sortie en novembre 2015, aujourd'hui arrive en fin de support. Fin de support standard, c'est-à-dire que si vous avez cette version-là sans contrat de support CBB ou LTSB, automatiquement vous n'aurez plus les nouvelles mises à jour si vous lancez le Windows Update ou si vous utilisez une plateforme de gestion centralisée. Donc il faut faire évoluer l'infrastructure, il faut passer de branches, donc il faut passer à la version supérieure, alors soit la N, soit la N-1, en fonction, si on passe de la 15.11 à la 17.03, c'est possible. On peut aussi les suivre une par une, passer de 15.11, 16.07, 17.03, 17.09. Ça va se faire très simplement. Camille va vous le montrer dans la démonstration. Et puis on peut, si on a des contrats de support étendus avec les CBB ou les LTSB, on peut rester sur une version ancienne, un peu plus ancienne, et on aura des mises à jour de sécurité au compte-gouttes qui seront fournies par Microsoft. Par contre, on n'aura jamais de mise à jour fonctionnelle, parce que c'est vraiment ces fonctionnalités-là qui vont être apportées dans les branch updates. Donc au niveau des cumulatifs updates, donc c'est ce que je disais en introduction, c'est que en plus des branch updates, donc qui sont une fois tous les 6 mois, on a des cumulative updates, donc qui sont des patch Tuesday, qui sont amenés par les patch Tuesday. Donc là, on a des exemples
de KB et de CVE qui sont ajoutés. Donc ça, ce sont les mises à jour comme on les a toujours connues, qui sont aujourd'hui normalisées avec les cumulative updates, qui incluent des corrections de bugs, donc pas de mise à jour fonctionnelle, hein, mais des corrections de bugs, et tout simplement voilà, une centaine de corrections de sécurité à peu près à chaque patch. Sur le mois de décembre, par exemple, il y en avait 60, c'était le plus faible. En moyenne, c'est plutôt entre 100 et 150 updates, updates de sévérité critique qui sont apportés dans chaque vulnérabilité. Donc on le dit souvent à chaque webinaire, encore une fois, Ivanti aujourd'hui est leader de la gestion du patch, on va dire standard et du branch update, mais surtout sur la partie patch, voilà, on a des mises à jour qui sont mensuelles, on le sait à l'avance, on sait les planifier, on sait surtout industrialiser leur déploiement. Donc mettez à jour les machines, c'est pas une fatalité hein, d'avoir des vulnérabilités sur les postes de travail. Tous les mois, on sait qu'il va y avoir des correctifs, donc tous les mois, il faut les mettre à jour. Slide d'après. Voilà. Donc on va rentrer un peu plus dans le détail avec une présentation de Camille, donc il va vous expliquer comment gérer ces branch updates avec les solutions d'Ivanti, et surtout comment les gérer le mieux possible, comment industrialiser et comment être capable de mettre en place la méthodologie de migration d'une version à une autre. Bonjour à tous. Alors, donc là, nous allons nous concentrer sur une technologie bien particulière pour pouvoir répondre aux besoins de mise à jour de branches sur la solution donc Ivanti Endpoint Manager. Donc cette solution, premièrement, est une solution souple, vous permettant de gérer vos postes de travail, qui soient dans la société ou pour les personnes finalement nomades, vont pouvoir aussi profiter de ces mises à jour et profiter de cette conformité que vous allez pouvoir adresser et configurer au sein de votre société. L'intérêt de ce produit est que vous allez pouvoir continuer à patcher, comme disait Bastien, continuer à appliquer les cumulatifs et notamment aussi pouvoir contrôler et piloter le déploiement des branch updates, que vous soyez finalement dans la société ou pour un commercial qui travaille depuis l'extérieur, vous aurez le même niveau d'administration. L'outil en lui-même, Ivanti Endpoint Manager, est fonctionnel et s'installe on-premise chez vous dans votre IT. Et notamment, cette solution est disponible en SaaS, Ivanti, pour pouvoir traiter aussi ces mêmes problématiques de patch management, de télédistribution et de prise en main à distance. Alors, pour pouvoir déjà prendre en compte la gestion des branch updates, comme disait Bastien, un point important, c'est de ne pas traiter finalement ces mises à jour de branches comme une migration telle qu'on la connaissait sous Windows 7, Windows XP et Windows 8. L'intérêt est de pouvoir trouver un moyen d'industrialiser ce déploiement. Avant, on était en plus en mode projet, on dépensait beaucoup d'argent en termes de validation, validation de patrimoine applicatif, validation du matériel pour savoir s'il était compatible. Là l'intérêt, c'est de pouvoir trouver un mécanisme vous permettant de simplifier ces migrations, sans pour autant retrouver finalement ce mode projet en mode un peu migration. Ce qui va vous faire perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et donc en voyant justement ce cycle de mise à disposition des nouvelles branches qui sont donc tous les 6 mois, l'industrialisation est le maître mot pour pouvoir gérer finalement ce niveau de mise à jour et ce niveau de conformité que Microsoft apporte. Voilà, donc vous avez 3 phases déjà pour pouvoir mettre les bases de l'industrialisation. Vous avez 3 phases. Déjà une première phase, c'est de trouver le bon process pour votre société à finalement industrialiser ces mises à jour.
Donc la première phase est l'identification de postes ou sinon d'utilisateurs entre guillemets chevronnés ou d'utilisateurs référents acceptant de profiter du pilote de cette migration pour pouvoir être entre guillemets bêta-testeur et pouvoir finalement remonter au service IT si la migration s'est bien passée, si les applications métiers fonctionnent aussi bien et pour avoir justement donc cette phase de validation importante sur cette phase de test pour vous assurer que cette mise à jour n'impactera pas votre service IT. Ce qu'il faut bien comprendre tout de même, c'est donc la mise à jour est tout de même peut être impactante pour certaines applications métiers, ou même applications du logiciel tel que vous le connaissez, qui ont besoin quelquefois de se mettre à jour. Donc effectivement, vous aurez une matrice à tenir justement, à lister et à mettre à jour pour vous assurer que vos applicatifs sont bien compatibles avec la dernière version de branche de Windows. Et ensuite, donc en passant à la dernière phase, c'est le déploiement généralisé. Alors, tel qu'on le connaît, effectivement, le déploiement, la difficulté du déploiement, c'est surtout la volumétrie à faire passer sur vos réseaux. Donc ça, c'est la grosse problématique finalement qu'on va retrouver suite justement à ces mises à jour de branches. Et de quelle manière on va pouvoir gérer cette volumétrie et de quelle manière l'optimiser pour éviter une surutilisation de vos bandes passantes WAN et l'optimiser d'autant plus sur votre LAN. Voilà, donc les bonnes pratiques de déploiement telles que je vais vous le présenter aujourd'hui, c'est donc un déploiement en deux phases. Le premier va correspondre finalement à un déploiement donc via les personnes référentes acceptant le pilote, de pouvoir déployer Windows 10 à la dernière version. Donc on est bien sur de la mise à jour de branche via le portail applicatif de l'outil donc Endpoint Manager qui vous permettra à vos utilisateurs, quand ils le souhaitent, migrer l'OS au moment opportun. C'est là aussi le maître mot, c'est d'éviter ce problème d'indisponibilité du poste de travail auprès de l'utilisateur. Et donc l'utilisateur est le plus à même de savoir quand est-ce qu'il aura de la disponibilité ou il ne sera pas forcément sur son poste de travail pour pouvoir migrer son poste de travail. Donc aujourd'hui, actuellement, pour vous donner un ordre d'idée, un upgrade va durer à peu près une bonne heure pour pouvoir passer à la branche suivante. Donc c'est bien quelque chose qu'il faut prendre en compte et aussi phaser lors de vos passages de migration. Ensuite, une fois donc cette partie pilote validée, on passera lors de la démo sur le déploiement global. Alors par souci de temps, je ne pourrais pas forcément vous montrer en démo live une migration, parce que comme je vous disais, ça va prendre beaucoup de temps. Donc le but c'est de vous montrer plus de quelle manière on va pouvoir jouer sur les mécanismes pour pouvoir simplifier et industrialiser ces déploiements via l'outil EPM. Voilà, donc le premier scénario va correspondre à la publication de la mise à jour via le portail manager, via le portail applicatif. Et donc c'est bien l'utilisateur qui va se connecter sur cette interface pour pouvoir réaliser l'opération. Donc je vais vous le montrer au travers d'une vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis connecté sur l'environnement Ivanti Endpoint Manager et je me connecte sur le module de patch management. Le module de patch management inclut notamment une définition
vous permettant de réaliser la migration de branches sur vos postes de travail gérés à l'aide de l'agent Ivanti Endpoint Manager. Dans cet exemple, je crée une tâche de réparation. Je définis de quelle manière le déploiement va se réaliser. Donc là, dans mon cas de figure, je vais publier via le portail ma mise à jour de branche. Ensuite, j'ai défini notamment donc une catégorie. Le comportement de déploiement. Vais-je avoir un affichage à l'utilisateur? Vais-je avoir un comportement totalement silencieux? Donc, ce sera à vous de décider et à mettre le bon curseur pour pouvoir réaliser votre déploiement. Donc, une fois la tâche configurée, vous allez pouvoir définir votre cible, donc cible pilote, cible de production ou cible tout à fait unitaire. Ça pourrait être le support qui réalise une opération de migration, telle que vous le voyez. Par exemple, là, je prends une requête me permettant de cibler tous les postes en dessous de la version, c'était 17.09, pour pouvoir migrer tous ces postes référents que vous voyez en haut à droite. Côté poste de travail, du côté du poste de travail, l'utilisateur, lui, va pouvoir se connecter sur le portail applicatif. Donc là, on est bien dans le cas de figure d'un utilisateur, finalement, qui est dans cet exemple, un utilisateur, entre guillemets, bêta-testeur, qui va lui permettre donc de migrer un peu comme il le souhaite. Donc depuis ce portail-là, vous avez une catégorie en bas à gauche qui va correspondre à la migration donc de réinstallation de poste de travail, pourquoi pas, et notamment la partie donc Windows 10 version 17.09 pour pouvoir migrer le poste de travail à la dernière version. Donc là, dans mon cas de figure, je choisis d'afficher du graphique finalement à l'utilisateur pour savoir où est-ce qu'il en est lors de sa migration. Donc là, la vidéo est bien entendu en mode accéléré. Comme je vous disais, la migration dure une petite heure, donc pour illustrer finalement ce déploiement. Donc là, ça va se faire assez rapidement. Voilà. Donc là, la migration va pouvoir vous donner déjà de cette manière-là. Vous allez avoir une visibilité en termes de reporting, en termes de remontée d'inventaire. Vous allez avoir une visibilité claire de l'état de votre parc, savoir en quel build vous êtes aujourd'hui et demain, combien vous reste-t-il de postes en 15.11 ou en version donc inférieure. Donc ça c'est un premier niveau finalement de déploiement. L'intérêt finalement de l'outil EPM qui va vous permettre justement de simplifier cette industrialisation, c'est le moteur, c'est un moteur de workflow, un moteur de workflow qui est largement suffisant pour ce besoin, qui va vous permettre donc de phaser et gérer et planifier les mises à jour d'upgrade via Windows 10. Vous avez via donc EPM donc un rollout project que vous allez pouvoir configurer par vous-même. Comme vous pouvez le voir sur l'image, c'est finalement du phasing de différentes actions. Tel que vous le voyez sur l'écran, vous allez pouvoir configurer un pilote tel que je vous l'ai montré précédemment, c'est-à-dire pourquoi pas l'afficher, afficher la migration via le portail Windows 10. Et ensuite, vous allez retrouver des actions plus techniques. Comme vous pouvez le voir, le cache only. Cette action va être une tâche qui sera configurée et créée, vous permettant de mettre finalement dans le cache local de l'agent de vos postes ou d'un ou deux postes de travail sur chacun des sites pour vous assurer que l'image de Windows 10 est bien recopiée en local sur chacun de vos sous-réseaux. Donc le but est justement d'éviter d'avoir une surcharge de vos liens WAN. Donc cette première phase de cache va vous permettre de limiter
finalement cette utilisation du lien WAN. Et ensuite, une phase de migration de production qui va uniquement se concentrer sur du peer-to-peer. Donc les postes de travail, tels que je l'ai configuré, vont aller récupérer finalement leurs images auprès de proches allumés. Donc là, de cette façon, on limite la surcharge de la bande passante WAN et on s'assure qu'il n'y aura pas de postes finalement dans la phase de production qui iront récupérer d'images finalement en dehors de leur zone d'administration, donc de leur lien LAN sur lequel ils sont connectés. Alors je vais vous le montrer en vidéo. Donc là, de la même façon, j'ai déjà créé finalement ce module ce projet dont je vous ai montré juste avant. Donc pour pouvoir associer finalement la définition au projet créé, je vais dans la définition et je rajoute cette définition sur ce projet, le projet donc d'upgrade Windows 10. Une fois l'ajout effectué, on se redirige sur le module rollout et on voit bien donc la définition qui est positionnée sur la première phase, la phase pilote. Pour pouvoir calculer et générer les tâches finalement de migration et de déploiement, vous devez mettre à jour cette gestion de projet. Et je vous le montrerai à la fin de quelle manière l'automatiser, non pas le réaliser manuellement, mais le réaliser finalement automatiquement. Tel que vous le voyez, cette gestion de projet vient juste de me créer une tâche. Cette tâche est auto-générée et me génère donc une tâche pilote qui, pourquoi pas là dans ce cas de figure, me le déploie en mode portail. Ensuite, en le rafraîchissant, pourquoi pas une semaine plus tard, cette gestion de projet va passer à la phase d'après, soit suite à une validation, soit suite à une condition temporelle. Dans ce cas de figure, de la même façon, vous allez avoir du cache only, donc c'est-à-dire là une récupération de la volumétrie sur les postes distants. Donc de quelle manière? Sur un poste de travail, vous allez avoir cette image qui va être récupérée, donc récupérée aussi au fil de l'eau avec des mécanismes d'arrêt et reprise pour vous assurer donc d'avoir cette image bien récupérée et bien stockée dans son cache local. Dans la phase d'après, vous allez retrouver donc finalement la tâche finale qui est la tâche de migration en peer-to-peer uniquement, et au travers donc de cette action, vous allez pourquoi pas dans mon cas de figure, afficher un pop-up à l'utilisateur lui demandant de migrer. Donc on peut aussi très bien lui proposer de migrer un peu plus tard ou de repousser sa migration. Là dans mon cas de figure, tel que vous allez le voir, je vais juste lui proposer voilà, une demande de migration telle que vous le voyez sur l'écran. Une fois donc la validation de l'utilisateur, le poste migre, donc là cette opération dure à peu près 35 minutes sur le poste de travail de l'utilisateur, et après cette opération, la phase de migration, donc de mise à jour s'applique sur le poste de travail. Voilà. Donc là, notre poste de travail est migré. Donc première chose, un élément important, je vous ai montré le Gantt et je vais vous montrer de quelle manière finalement ce Gantt réagit. Donc là, je suis dans ma phase pilote, et dans ma phase pilote, je vais pouvoir mettre des critères. Par exemple, là j'ai mis un critère de 2 minutes, juste pour vous montrer un petit peu de quelle manière ça s'opère. Effectivement, là normalement c'est une semaine ou 2 semaines. Et vous allez réaliser ces opérations, c'est mettre des critères finalement de sortie avec des dates attendues, vous permettant de réaliser un Gantt avec des dates finalement attendues et des étapes que vous allez pouvoir voir au travers de la définition. Donc là, dans mon cas de figure, je vais relancer finalement ce module de gestion de projet avec cette définition comme si je n'avais rien réalisé. Et je vais regarder dans
finalement les propriétés de cette définition, de quelle manière le Gantt se crée. Donc dans les propriétés, on va retrouver les différents critères de sortie, les dates attendues, et notamment donc un graphique avec en bleu les dates, finalement l'expect time, donc la date attendue, et l'actual, c'est savoir où est-ce que j'en suis pour savoir si je suis en retard ou je suis en avance par rapport au plan prévu. Idem pour la partie donc, de cache. Donc j'approuve dans mon cas de figure ma définition pour passer à l'étape d'après. Idem. En retournant sur la définition en question, dans les propriétés, vous allez retrouver donc, que finalement on est bien passé à l'étape d'après. Et là, dans ce cas de figure, on est en retard par rapport au temps prévu, au temps qui était initialement finalement configuré dans votre gestion de projet. Là, l'intérêt, voilà, c'est d'avoir une vision d'ensemble, et ça, vous allez pouvoir aussi l'appliquer pour du patch management, pour les cumulative updates de la même façon, pour avoir finalement une maîtrise de chaque définition que vous voulez déployer et vous assurer que finalement vous êtes à jour et selon finalement votre plan d'industrialisation que vous avez choisi d'appliquer. Voilà. Ce sont des exemples complémentaires, mais effectivement vous allez pouvoir créer autant de steps que vous le souhaitez pour pouvoir en arriver là. Comme je vous disais, vous pouvez très bien aussi planifier ce module de gestion de projet. Tel que vous le voyez, à chaque fois je le rafraîchissais manuellement, mais vous pouvez très bien créer une tâche qui va se réaliser quotidiennement en fonction des heures que vous le souhaitez, pour vous assurer que finalement ces tâches, si elles peuvent sortir, elles peuvent passer selon donc un critère uniquement temporel. Ces étapes vont créer finalement, ce rafraîchissement va créer automatiquement la tâche à l'étape d'après, si évidemment l'étape le permet et l'accepte automatiquement. La visibilité, comme le disait Marwan tout à l'heure, est un maître mot sur nos solutions. Il fait vraiment partie du fondement finalement et le lien de toutes nos solutions. Tel que vous pouvez le voir, là j'ai créé un rapport extraction qui va vous permettre d'avoir une visibilité en termes d'inventaire, notamment au travers du module de patch management pour savoir quel est le reste à faire et quels sont les postes à telle ou telle version. Tel que vous le voyez avec les builds Windows 10, vous allez avoir une bonne visibilité de est-ce que vous êtes à jour sur votre parc ou reste-t-il encore des postes réfractaires à cette mise à jour. Donc là, l'objectif est de vous donner le maximum de visibilité pour pouvoir réaliser donc des actions peut-être plus unitaires ou des actions plus globales, vous remettant peut-être en question la façon dont votre projet, votre gestion de projet a été configurée, pour vous rapprocher le plus possible finalement du 100% des postes de travail mis à jour. L'objectif aussi est de continuer à mettre à jour ces branches. Pourquoi? Parce que un OS finalement qui n'est plus mis à jour, qui n'est plus géré par Microsoft au-delà de ces 18 mois, est un poste de travail notamment donc vulnérable parce qu'il ne sera plus supporté par Microsoft et il n'y aura, mis à part quelques exceptions, il n'y aura plus de mise à jour de failles de sécurité sur ces mises à jour de branches. Donc ces mises à jour de branches sont obligatoires finalement lorsque vous passez sur Windows 10. Il est très important de le garder en tête. Voilà, donc vous avez un autre exemple de dashboard standard disponible avec le module d'Extraction.
vous permettant de mettre en avant finalement le niveau de vulnérabilité présent sur votre parc, savoir si vous êtes finalement conforme selon vos propres critères ou selon les critères d'un éditeur ou d'un autre. Donc, tout est modifiable, tout est configurable pour vous donner un maximum de visibilité.